Je suis Virginie Laurent, je suis professeure du département de sciences politiques de l'Université de Los Andes à Bogota en Colombie. Qu'est-ce que le pluralisme? Je pense que le pluralisme est une façon d'envisager en termes concrets la pluralité qui définit l'ensemble des sociétés et qui, d'une certaine manière, cherche à aller bien au-delà de ce qui serait une simple reconnaissance de la diversité des sociétés. En fin de compte, toutes les sociétés sont traversées par de nombreux éléments qui les enrichissent de par leur diversité. Et dans certains cas, on voit comment il y a éventuellement, de la part des instances de l'État, de la part des propres groupes sociaux, un engagement en faveur d'un équilibre reconnu légalement, constitutionnellement et surtout mis en pratique au pluriel, dans la vie de tous les jours. Et je pense qu'en ce sens, une conception holistique, comme le propose le Centre global du pluralisme, est particulièrement intéressante et nécessaire. C'est-à-dire que, effectivement, on ne peut envisager le pluralisme qu'à partir des nombreux éléments qui peuvent lui donner forme en matière de définir la société, en matière de la concevoir dans ses pratiques quotidiennes. Et donc, à partir de là, non seulement pour ce qui a trait justement au cadre légal et constitutionnel, c'est un élément très important, mais un élément qui sera insuffisant, mais aussi à partir de l'impact que peuvent avoir ces éléments de reconnaissance au niveau légal et constitutionnel sur la répartition des richesses, un certain équilibre qui serait à chercher dans la possibilité des groupes sociaux, des individus, de leurs représentants, à partir de leur diversité, de prendre part aux grands débats, aux questions politiques d'ensemble qui ont trait à la manière dont la société se conçoit, se pense et évolue. Et à cet égard, je pense aussi que le pluralisme est quelque chose qui est toujours en mouvement, si l'on peut dire. C'est-à-dire que précisément un des aspects importants est de ne pas concevoir qu'une fois qu'on a reconnu certaines différences et le droit à la différence et aux différences au sein d'une société donnée, le problème est résolu et qu'à partir de là, tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bien souvent, au contraire, on est sans cesse en face de problèmes qui vont non seulement surgir en ce qui concerne l'application de ces lois, de la Constitution donc officiellement reconnue, mais aussi parfois face à des questions qu'on n'avait pas forcément envisagées et qui vont se poser justement dans l'application quotidienne des lois et des principes constitutionnels. Autre élément très important est de penser que les lois, les constitutions, les articles constitutionnels sont interprétés et peuvent l'être de manière différente en fonction de qui interprète, à partir de quels arguments, de quelles réflexions, de quelles perspectives historiques, personnelles. Et donc, tout cela peut avoir énormément d'importance dans la gestion de la diversité en matière publique. Donc, je crois que le pluralisme, à la fois, est à envisager à partir des différents éléments qu'il peut engendrer, du cadre légal aux différentes pratiques, mais également à partir d'une conception dynamique de la façon dont on doit envisager la société et sa manière de changer au fil du temps. Quels sont les principaux leviers de l'inclusion? À mon avis, à partir du moment où on envisage que le pluralisme doit être envisagé avec la société, dans son mouvement, dans la manière dont elle se pense et qu'elle veut agir sur son propre destin en quelque sorte, je pense que les principaux facteurs d'inclusion sont liés au fait d'associer la société au projet pluraliste. C'est à la fois très évident, mais finalement ça revient à penser, je n'ai pas la solution à cette question, ça revient à penser, à essayer de réfléchir
à la construction nationale, à la construction de la société, son développement dans ses pratiques quotidiennes, à partir de dialogues entre différents groupes sociaux, entre société et État. Donc à partir de mécanismes qui permettent des éléments de discussion du local vers le national, du national vers le local, et également entre différents groupes qui bien souvent sont amenés à partager des espaces, des territoires dans certains cas, qui travaillent sur le cas de la Colombie et en général en Amérique latine, on voit comment certains territoires sont entre guillemets réservés à certains groupes ethniques, associés au fait d'être indigènes ou membres d'un groupe, d'une communauté autochtone, ou éventuellement afro-colombiens, dans le cas de la Colombie, afro-latino-américains dans certains autres cas. Et donc, comment cela peut à la fois amener à créer certaines rivalités entre ces groupes, voire entre des groupes qui ont effectivement une reconnaissance constitutionnelle et légale spécifique, et d'autres qui n'en ont pas, et qui peuvent donc en venir à se sentir, à leur tour, on dira, discriminés car non objet d'une reconnaissance à partir de l'action affirmative. Donc je crois que, et pour essayer de à la fois limiter ce genre de rivalité et d'envisager une plus grande inclusion, il est très important de penser à faciliter ce genre d'espace où les groupes, les personnes, les individus, les histoires personnelles et communautaires peuvent être partagées. Et à la fois de ne pas limiter ce genre d'échange au niveau local, mais essayer toujours, dans la mesure du possible, d'entrer en interlocution avec les instances de l'État. Quels sont les plus grands obstacles à l'inclusion? Les plus grands obstacles sont ceux qui sont justement liés au fait que, bien souvent, quand on pense à une politique qui veut aller dans le sens de l'inclusion, on a un peu tendance à laisser de côté éventuellement certains groupes. On ne peut pas, dans tous les cas ou à l'infini, reconnaître une action affirmative pour des groupes qui vont s'identifier ou que, pour des raisons diverses, l'État, la société vont identifier comme différents. Et donc on est face au risque d'être à la fois soumis à une reconnaissance sans fin des identités différenciées ou de laisser de côté ceux qui donc ne pourront pas en bénéficier. Par ailleurs, je crois qu'il y a également un problème on dit en espagnol, d'opérationnalisation des principes de la reconnaissance vers leur application. Et quand bien même on veut ou on permet donc une reconnaissance à des droits spécifiques pour des groupes spécifiques, bien souvent on voit comment l'État, dans ses pratiques, est amené soit à créer des catégories qui ont une tendance à homogénéiser. Donc, au lieu de reconnaître la différence et la diversité dans la diversité, on a une certaine tendance à éliminer cette possible hétérogénéité au sein des groupes sociaux pour, en fin de compte, les homogénéiser tous en tant qu'Indiens, Afro-Colombiens. Dans le cas de la Colombie, on voit également une politique de la différenciation, par exemple, face aux personnes victimes du déplacement forcé. On est dans un processus de négociation de la paix avec des groupes d'organisation de la guérilla des FARC de la part du gouvernement. Et donc, on est également dans un processus de réparation aux victimes. Et donc, on voit comment, si l'on veut, il y a d'une certaine manière la nécessité de reconnaître un statut particulier à des groupes particuliers de la population, mais toujours le danger, le risque que cela entraîne à la fois une plus grande segmentation, différenciation entre les groupes et une essentialisation, une catégorisation, une dépendance chaque fois plus forte de la part de ces groupes par rapport à l'État. Et donc, dans le cas notamment des groupes de population
indigènes ou afro-colombiens qui, d'une certaine manière, revendiquent également une autonomie relative par rapport à l'État. Cela crée une contradiction qui, dans tous les cas, éveille l'intérêt à la fois des personnes concernées et des personnes qui s'intéressent à ces questions. Comment essayer de trouver un point d'équilibre entre à la fois une reconnaissance de droits spécifiques, mais malgré tout une possibilité de vivre en commun au sein de la nation. Dans les grandes sociétés, les peuples autochtones sont souvent marginalisés. Quels sont les recours actuels? Bien, dans le cas des sociétés au sein desquelles les populations indigènes, autochtones sont marginalisées, il y aurait une tendance à cette marginalisation. Bien, je pense qu'un des premiers aspects importants est à envisager à partir de la réflexion sur la relation majorité-minorité, non seulement en nombre, mais surtout en termes d'accès au débat public et à la possibilité de prise de décision. Mais ça, c'est très clair dans certains cas latino-américains, je pense très particulièrement au cas de la Bolivie, dans la mesure où pendant longtemps, bien que la société bolivienne pouvait être considérée comme, si ce n'est majoritairement indigène, en tout cas très fortement composée d'une population indigène, les populations indigènes n'avaient pas accès ou avaient tendance à être très fortement exclues des prises de décision. Dans le cas colombien, c'est très différent car la Colombie se caractérise pour être un pays où la population, donc considérée indigène, est une très faible minorité. Mais ce qui est très intéressant dans le cas colombien est de voir comment, dans tous les cas, à partir d'un changement de la Constitution qui a eu lieu en 1991, on a vu un changement très significatif s'opérer en ce qui concerne la reconnaissance de droits pour ces populations. Et par extension, à partir de ce qu'on pourrait appeler un modèle indigène, bien que le terme se prête à de nombreuses controverses et mériterait de nombreuses nuances, on a pu voir comment également des droits spécifiques ont été reconnus aux populations afro-colombiennes et par extension encore à certains groupes, notamment les Roms, donc les Gitans de Colombie, et puis les habitants de certaines îles des Caraïbes, donc qui sont également reliés à la nation colombienne. Donc ça, c'est un contraste très fort qu'on voit entre un nombre plus ou moins significatif d'habitants d'un pays qui peuvent s'identifier en tant que membres de groupes spécifiques ethnicisés et le reste de la population. Bien, dans le cas de la Bolivie, de même, on a vu des changements très significatifs avec l'arrivée au pouvoir d'Evo Morales. Donc dans ce cas, on pourrait dire qu'il y a une certaine logique ou un retour de situation où, en fin de compte, un dirigeant qui peut être identifié en tant qu'Indien, bien que son projet politique, dans tous les cas, ne cherche pas à se limiter aux populations indigènes, arrive au pouvoir. Et donc, on voit une nouvelle répartition, on va dire, de la manière d'envisager, à la fois d'envisager le pouvoir et surtout d'envisager la participation de ceux qui, pendant longtemps, étaient des exclus à la prise de décision. Et je crois que précisément, un des éléments très, très importants que l'on voit très clairement dans le cas de l'Amérique latine, de l'Amérique andine, est que finalement, le projet d'inclusion nationale, la manière d'envisager la nation à partir du pluralisme, je dirais, va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il est à la fois exigé de la société, de différents groupes qui, depuis des années, sont allés dans le sens de leur organisation, de forte mobilisation, le plus souvent, non pas pour demander une autonomie, une séparation des espaces nationaux, mais bien plus dans l'idée d'avoir accès à une reconnaissance, à une inclusion précisément, à la fin de cette exclusion de rapports d'inégalité majorité-minorité en termes
parfois en nombre, mais bien souvent également transcrites sur le plan des droits et de l'accès aux décisions politiques. Donc, de très fortes mobilisations qui vont dans le sens d'une demande de reconnaissance nationale, de possibilité de participer à une construction nationale, et des situations à partir desquelles on envisage une refondation, c'est le terme qui est utilisé dans le cas de la Bolivie, ou dans tous les cas un renouveau constitutionnel, une nouvelle manière d'envisager la nation qui s'est également produite dans de nombreux pays d'Amérique latine, mais qui a également vu le jour en Colombie, à partir d'un pacte, si l'on peut dire, nouveau, organisé par le biais d'élections pour une assemblée constituante qui devait permettre une participation de différents secteurs sociaux et politiques, et qui donc s'est chargé, si l'on peut dire, de redéfinir le modèle, on pourrait dire un peu la société idéale, à partir de laquelle la Colombie a cherché en quelque sorte à continuer depuis le début des années 90. Donc ce que l'on peut voir d'intéressant est qu'on a non seulement un projet de formulation nationale à partir des élites, à partir de l'État, à partir des partis politiques, mais qu'on a vu dans le cas de l'Amérique latine, dans différents cas de différents pays d'Amérique latine, une combinaison, alors qui peut obéir aussi à des éléments relativement conjoncturels, comme ça a été le cas en Colombie, mais une combinaison heureuse entre ce projet de restructuration de la nation en tant que modèle et dans son fonctionnement quotidien, et la participation de nombreux secteurs sociaux qui, d'une certaine manière, revendiquaient ce type de participation depuis plusieurs années à ce même projet. Et donc, à mon avis, cela a constitué un élément très important pour légitimer les constitutions en question, et à partir de là, on pourrait dire une certaine appropriation de ce qui est non seulement le texte constitutionnel en tant que tel. De fait, il y a une connaissance de la part de groupes de populations autochtones des textes constitutionnels. On a eu également de nombreux processus de traduction de la Constitution dans les langues indigènes, mais une appropriation, je dirais également, du projet de société. Et alors, il est bien évident que cela ne signifie absolument pas que tous les obstacles ont disparu, que le racisme n'existe plus, que tout est parfait. Mais quoi qu'il en soit, on peut effectivement percevoir un certain nombre de changements à la fois symboliques. Donc, la Constitution colombienne reconnaît la nation comme étant de nature diverse, pluriethnique, multiculturelle. L'État a la responsabilité de veiller au respect de ces garanties constitutionnelles, un certain nombre de droits spécifiques en matière territoriale, politique, en matière d'éducation, de santé, en matière linguistique, ont été reconnus pour les populations indigènes. Donc il y a à la fois, sur le plan du texte, une reconnaissance symbolique forte, mais également en termes d'application, puisque à partir du moment où ces principes ont été reconnus par la Constitution, dans la plupart des cas, pas dans tous, mais dans la plupart des cas, ils ont donné lieu à leur transcription, à la transcription de ces principes en loi, qui, de manière générale, sont relativement appliqués. Et autre élément très important dans le cas colombien, la Constitution de 91 a également donné lieu à la création d'une Cour constitutionnelle qui, de par sa composition et en raison, on va dire, d'un profil très progressiste de ses membres, a permis qu'effectivement, dans certains cas, l'État se voit dans l'obligation de faire appliquer les principes constitutionnels en respect du principe de la diversité de la nation. Donc on voit comment tout ceci permet que, effectivement, la nation colombienne se construise en termes d'imaginaire collectif et en termes pratiques dans sa diversité, dans sa pluralité, et on pourrait dire
Ce serait un des éléments qui contribuent à l'application du pluralisme dans le cas colombien. C'est très tôt et c'est très jeune, effectivement. Bien que précisément un des aspects importants et intéressants du cas colombien est que le pays a été parmi les premiers d'Amérique latine à envisager ce changement dans la conception de la nation, et que sans aller aussi loin que les constitutions de l'Équateur ou de la Bolivie, qui, elles, reconnaissent le caractère plurinational de l'État, dans tous les cas, vraiment, on peut dire que dans le cas de la Colombie, on a pu voir précisément un certain nombre de principes qui ont été appliqués de manière très significative. Donc on pourrait dire un contraste très fort entre à la fois une population indigène relativement limitée en termes de nombre d'habitants du pays, un nombre de droits très significatif à partir de la Constitution de 1991, et surtout une application donc, qui toujours donne lieu à un certain nombre de mobilisations de la part des organisations indigènes qui estiment que leurs droits n'ont pas été assez respectés ou qui parfois veulent montrer qu'au-delà du cadre légal, des mobilisations plus radicales peuvent également porter leurs fruits. Dans tous les cas, on voit un espace de dialogue qui s'ouvre, une reconnaissance relativement traduite en politique publique et en application des lois, qui est particulièrement intéressante, et précisément des espaces de dialogue ouverts entre l'État et les organisations indigènes qui cherchent, si ce n'est à trouver des solutions aux problèmes posés, au moins à en identifier la nature. Donc un aspect intéressant à ce niveau-là. Bon, il faut malgré tout signaler également que ces avancées qu'on peut identifier sont sans doute beaucoup plus visibles pour le cas des populations indigènes que pour le cas des populations afro-colombiennes. À vrai dire, probablement pour deux possibles raisons. La première est que la population afro-colombienne est beaucoup plus nombreuse que la population indigène, ce qui parfois peut créer à la fois une plus grande hétérogénéité visible et a une certaine tendance aussi à donner lieu à de très nombreuses divisions, enfin une moins forte solidité des organisations ethniques, dans ce cas afro-colombiennes, par rapport à ce qu'a été l'expérience des organisations indigènes. Parfois, ils sont plus intégrés, c'est-à-dire moins visibles. Enfin, ils sont à la fois visibles, en l'occurrence, par leur couleur de peau, donc on va avoir une visibilité a priori, mais moins revendicatif dans certains cas. Et dans d'autres, on a pu voir aussi l'apparition de nombreuses organisations qui n'ont pas toutes des intérêts de représentation des populations qu'elles disent représenter. Ce qui existe également dans le cas des populations indigènes, mais qui est dans tous les cas beaucoup moins perceptible que dans le cas de la population afro-colombienne.